Bonjour et bienvenue à Futur Simple, l'émission qui parle d'innovation avec un accent pédagogique. Aujourd'hui, on va regarder la toute nouvelle version Scratch 3.0. On va aussi examiner Teams dans Microsoft et également la bibliothèque virtuelle du CFORP. Bon, apparemment, il y a une nouvelle version de Scratch qui vient de sortir au mois de janvier, c'est ça? Scratch Oui. 3.0, oui, Ralph. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Bien, en fait, l'apparence est différente. Certaines possibilités de plateforme est différente. Puis, je vais vous montrer ça tout de suite, Ralph. Alors, si on retourne ici à scratch.mit.edu. Même site qu'avant. Oui, c'est le même site, ça n'a vraiment pas changé. Puis on se connecte, on va remarquer aucune différence du point de vue de la connectivité. Alors, c'est déjà bien que les utilisateurs de Scratch 2 peuvent utiliser Scratch 3 sans interruption. OK. Alors, on va dans notre bouton « Créer » ici. Et on va constater la vraiment grande différence de Scratch ici. C'est que les boutons sont différents, puis on peut tout voir les opérateurs, les catégories d'opérateurs dans un écran qui est à gauche. On a maintenant un écran de programme dans le milieu. Et à droite, vous voyez le petit chat. Ça, c'est notre programme ultime ou le visionnement du programme. OK. Et on voit qu'il y a différentes catégories et maintenant, on a aussi les extensions, les blocs en extension. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est absolument nouveau. Puis on va regarder ça dans un petit moment. Comme vous voyez... Donc, tu choisis tes actions, tu peux choisir la durée, toutes les choses que tu avais avant. Oui, il n'y a vraiment pas des gros changements du point de vue de la façon de programmer avec Scratch, ce qui est très, très important. Mais ces extensions... Ça, c'est des extensions, hein? Oui. Oui. Alors ici, comme tu peux voir, bien, on reconnaît notre microbit. Oui. Tu vois à côté du microbit, le Makey. On a le Lego Mindstorms et même WeDo pour les petits. Oui, pour les plus jeunes, oui. Oui, alors on peut utiliser toutes ces plateformes-là. Alors, ça offre des nouvelles possibilités avec Scratch. Parce que maintenant, Scratch, finalement, il peut fonctionner avec le monde extérieur, avec des robots, avec toutes sortes d'autres... Donc, comme outil de programmation, mais pour des appareils réels. Oui. Des appareils physiques. Là. Exactement. Oui. Oui. Alors, ça, c'est Scratch sur l'ordinateur. Maintenant, il y a un autre aspect de Scratch qui est extraordinaire puis que les gens attendent avec impatience. C'est que maintenant, je peux même utiliser mon iPad avec Scratch. Alors, je vais vous faire une petite démonstration avec la vidéo. Ça, là, c'était impossible jusqu'à il y a quelques semaines. Oui. Alors, maintenant, on peut regarder dans scratch.mit.edu les animations avec Flash. Et ça fonctionne à merveille. Alors, on peut même utiliser un iPod ou bien un téléphone iPhone. OK. Oui, excellent. Et disons, si quelqu'un avait créé un projet avec Scratch 2.0, est-ce que ça fonctionne encore avec la nouvelle plateforme? Tous mes projets fonctionnent encore. Alors, vous pouvez aller sur Scratch, chercher Griz, G-R-I-Z-Z 5678, voir mes projets. Ça, c'est moi. Oui. Et vous pouvez essayer les projets pour regarder à l'intérieur et tout voir ce que j'ai fait dans Scratch. Scratch 3.0. Alors, Ralph, tu vas nous parler de Teams aujourd'hui. Oui, Microsoft Teams. Quand on parle de Teams, ce n'est pas une application comme les autres. C'est vraiment une interface qui regroupe plusieurs applications Microsoft dans un endroit. Pour vraiment faciliter ou appuyer tous les aspects de la collaboration. Donc, la communication, le partage des fichiers et puis même des fonctionnalités pour des réunions vidéo. Alors, si on regarde l'interface de Teams ici, vous voyez qu'à l'extérieur ici du cadre, vous avez les activités, il y a un bouton de clavardage aussi où tu peux communiquer avec des collègues directement. Et puis, évidemment, tu as un choix de différentes équipes. Et c'est là aussi que tu peux céduler des rencontres live avec l'appui de vidéo. Donc, à l'intérieur de chaque équipe que tu vas créer, puis il y a différentes sortes d'équipes,
Ici, on regarde un exemple pour la salle de classe, par exemple. C'est quelque chose qu'on va, dans des futurs épisodes, on va regarder comment ça diffère, les différentes sortes d'équipes. Mais ici, pour la salle de classe, tu aurais automatiquement, en créant l'équipe, un onglet de conversation entre le prof et ses élèves, puis les élèves et les autres élèves. Un endroit pour entreposer des fichiers. Et puis ça, les fichiers, tu peux les organiser comme tu veux à l'intérieur de dossiers ou sous-dossiers. Il y a aussi un bloc-notes qui est créé automatiquement. Quand tu crées ton Teams, ton équipe, il y a un bloc-notes de classe qui est créé automatiquement avec cette équipe-là et avec tous les mêmes élèves qui sont dedans que sur le Teams. Il y a aussi la possibilité d'ajouter d'autres applications. Puis ça, dans un futur épisode, on va essayer de regarder un peu comme les différentes possibilités pour les applications. Puis ça peut ajouter beaucoup plus de fonctions à l'équipe. Très bien. Est-ce que c'est un petit peu comme Google Classroom sur Teams? Oui, les fonctionnalités sont semblables. C'est semblable à l'EAV, à Brightspace aussi. Parce que, veut pas, la compétition fait en sorte que toutes les compagnies qui sont dans le marché éducatif veulent avoir les mêmes sortes de fonctionnalités parce que c'est ce que le marché veut. Alors, les profs demandent un endroit où ils peuvent communiquer avec les élèves, où les élèves peuvent remettre des travaux, où les profs peuvent fixer, disons, des dates d'échéance pour la remise des travaux. Les profs veulent être capables de donner de la rétroaction à leurs élèves aussi, du feedback. Donc, les possibilités dans les trois plateformes sont semblables. Ce qui est différent ici, c'est que tu as les outils Microsoft derrière ça. Tu peux utiliser Excel, tu peux utiliser PowerPoint, et puis il y a une version de Skype entreprise pour la conférence vidéo qui est toute supportée par l'interface Teams. Et puis, c'est comme ça que, je pense que c'est ça le pouvoir de Teams, c'est de regrouper toutes les applications à un endroit. Et puis, tu n'es pas obligé d'aller ici, là, fermer, ouvrir des applications pour avoir les différentes fonctions. Donc, on va explorer ça dans les prochains épisodes. Comment c'est utilisé pour la salle de classe et puis aussi comment assigner ou donner des commentaires ou de la rétroaction sur les devoirs pour les élèves. Ben, merci Ralph, puis j'ai bien hâte de voir ça dans un de nos futurs épisodes. Ça va vraiment bien l'émission, hein Ralph? Oui, ah oui. Hein? Il nous reste une affaire à discuter. Tu peux pas demander mieux que ça. Ben oui. Ben c'est quoi? Oh! OK. La Bibliothèque numérique provinciale du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, ça c'est relativement nouveau et puis c'est quelque chose que tu voulais nous parler aujourd'hui. Oui, c'est vraiment nouveau. En fait, si on va dans EAV, on va trouver que il y a une nouvelle que j'ai créée. Okay. Puis quand on clique sur la nouvelle, qui est une icône qui s'appelle Bibliothèque numérique provinciale, on accède à cette nouveauté du CFORP. Okay. Puis n'importe qui a accès à l'EAV a automatiquement un compte dans cette bibliothèque-là? Oui. Okay. Alors, on parle des petits, on parle des grands, on parle d'un jeune qui sera en 12e année et bien sûr les enseignants. Puis, peu importe l'utilisateur, tous les utilisateurs ont droit à des prêts illimités. Maintenant, illimité veut dire un à la fois, mais tu peux emprunter un titre et le rendre et en emprunter un nouveau. Puis, apparemment, il n'y a aucune limite à ce moment-là. Donc, des livres de lecture, qu'est-ce que je trouve là-dedans, c'est ça? Oui. Alors, pour tout âge, j'imagine. Oui, il y a des collections, on peut faire la recherche basée sur nos intérêts, sur les niveaux, l'année. Et quand on est prêt à emprunter un livre, on l'emprunte, puis ensuite on fait la lecture du livre dans le navigateur. On ne reçoit jamais une copie du livre. Alors, il n'y a aucun gaspillage de papier. Puis ce que le CFORP a fait pour les conseils, c'est finalement d'aller chercher les licences requises pour qu'on puisse emprunter ces livres-là. Et on peut le lire pour 14 jours, puis ensuite faire soit un renouvellement ou rendre le livre et en emprunter un nouveau avec le compte qu'on a automatiquement dans EAV. Et puis, s'il y a le petit symbole, je vois ça comme le haut-parleur sur un livre, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Oui, alors il y a certains livres. C'est comme un livre audio ou est-ce que c'est comme audio avec le texte, tu vois les images et tu vois le Oui, c'est texte ça. en même temps? C'est ça. Finalement, on va avoir une lectrice qui va pouvoir le lire pour nous. Alors, Ok. ça va être semblable à ce qu'on a dans les outils Microsoft de lecture, le lecteur qu'on appelait le lecteur immersif ou la Mhm. lecture à voix haute. D'accord. Et ça fonctionne sensiblement de la même façon. Excellent, mais c'est une bonne ressource ça, pour les écoles. Oui, Surtout si tu n'as pas besoin d'une série de classes pour des livres, tu as besoin d'un ou deux exemplaires, les élèves peuvent aller les emprunter eux autres mêmes. oui, exactement. Excellent, merci. Merci. Et voilà pour cet épisode de Futur Simple. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Aide Pédago. À la prochaine! À la prochaine!